parti. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 23 juin 2024. Merci d'honorer votre rendez-vous politique dominical. Des 12 de Pyramide FM et le nom de Kakonou Boupo reviennent dans l'actualité ouest-africaine. L'ancien ministre du Togo, devenu commissaire au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il démissionne pour probablement rebondir ailleurs, comme auparavant à l'Organisation internationale de la francophonie, où il avait été suspendu de son poste pour inobservation du droit de réserve avant de quitter définitivement l'organisation. Kakonou Boupo est l'un des rares Togolais connus dans les instances sous-régionales et internationales, avec lui désormais l'ancien Premier ministre Gilbert Humbo, qui a pu récemment prendre la direction générale du Bureau international du travail. Il y a juste quelques semaines, c'est l'ancienne ministre Maïmouna Ibrahima qui a, elle, conquis la présidence du Parlement de la CEDEAO. Ces percées vont-elles ouvrir de nouvelles brèches à l'extérieur pour des cadres et universitaires du Togo? Une partie de ces universitaires ne veut pas se laisser compter l'histoire récente du Togo. Elle veut visiblement prendre part de façon active à l'écriture de ce moment charnière de cette histoire, à cheval entre la 4e et la 5e République. Cette 5e République renferme sans aucun doute ses petits secrets. Cette semaine, elle a mis en avant l'ordre protocolaire des plus hautes autorités du Togo, entre le président de la République, le président du Conseil, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, qui se met derrière l'autre et qui vient avant l'autre. La problématique de l'ordre protocolaire est-elle une question prioritaire et urgente au moment où la communauté nationale demeure sous la menace des terroristes? La menace demeure, elle est une priorité pour les forces de l'ordre de sécurité. Une nouvelle incursion des djihadistes en territoire togolais a fait cette semaine 4 morts civiles, mais aussi 2 morts militaires. Depuis que le Togo aussi est devenu une cible de la mouvance terroriste, la liste des blessés, des morts, des orphelins et des veuves ne cesse de s'allonger. Ce dimanche, la liste spécifique des veuves est sur les tables des gouvernements et associations partout dans le monde, puisque c'est la journée internationale des veuves. Les droits de cette catégorie de femmes sont généralement des droits méconnus, ignorés ou bafoués. Elles souffrent en fait le martyre. Les vrais martyrs, eux, ne sont plus là pour souffrir. C'est pourquoi chaque année, ils sont célébrés. Le 21 juin au Togo est consacré à tous ceux qui sont morts ou qui ont donné leur vie pour que ce pays existe et que les Togolais vivent. Ne pas vivre seulement, mais aussi, c'est pas mieux profiter des richesses du Togo sportivement avec les éperviers dont le sélectionneur Paulo Duarte ne veut plus d'une sélection mal classée au niveau FIFA ou artistiquement, avec la fermeture de la seule grande salle de spectacle de la capitale. Le palais des congrès va être dépoussiéré. On attend donc les résultats, tout comme les candidats au CPD et au Bac 2 qui attendent les résultats de l'examen. Les invités de ce dimanche sont du monde universitaire, le professeur Michel Koué, enseignant à la retraite, et Aokou Raymond, enseignant à l'université de Lomé. Les contacts du D12 sont 96 54 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ben, à l'image du Togo, vous le Mais voyez vous, bien. particulièrement, professeur, je vous sens un peu crispé là. Vous êtes Crispé? Non, pas du tout. Nous sommes dans un pays où on nous oblige d'être crispé parce que l'atmosphère n'est pas toujours vivable. Voilà pourquoi vous avez l'impression que je suis crispé. Et puis, un peu, je ne sais pas si je dois dire, on a l'impression que vous vieillissez là, très vite là. Eh bien, ça, il ne faut pas douter. Ça fait déjà bientôt 5 ans que j'ai quitté l'université. Donc, je tends bientôt 70 ans de boucler, donc il y a de quoi. Donc, ne vous en faites pas, je reste en forme tout de même pour la République. Bien, merci d'être là à Okou Raymond. Je rappelle que c'est la première fois que vous venez dans ce studio. Vous êtes même perdu, puisque quand il venait à Pyramide, c'est un peu perdu. Tout à fait, tout à fait. Je me suis carrément mis à l'opposé de l'immeuble. Et donc, je découvre un milieu assez agréable et avec un animateur que j'aime beaucoup, Pierrot, et surtout des intervenants qui, de temps en temps, donnent de leur mieux pour pouvoir faire avancer le Togo. Merci beaucoup. Merci d'être là, mais en fait, je crois qu'il fait ma fierté, parce que ça fait partie de produits que nous avons sortis à l'université de Lomé. Ce que j'allais dire, c'est que, est-ce qu'à Lomé, il y a encore des gens qui connaissent pas Pyramide? Visiblement, c'est l'impression que j'ai là. Puisque vous êtes perdu. Non, non. Vous écoutez la radio, mais vous ne savez pas l'emplacement. Non, je connais l'emplacement. Mais sauf que je me suis trompé d'entrée. Ah, c'est vrai qu'il y a des entrées. Je me suis géolocalisé un tout petit peu. Et puis, de l'autre côté... C'est vrai qu'il y a... C'est bien. Oui, Donc, il y a une entrée qui, de là, était un peu
C'est l'entrée principale qui fait face à à l'université. Tout à fait, tout à fait. Et puis, vous savez, quand on a parlé des universités, la réflexion, la question, c'est comment se fait-il que des universitaires veulent prendre la parole, puisque d'habitude, ils se mettent en retraite. Qu'est-ce qui vous a poussé? Non, je crois que vous avez mal compris la mission des universitaires. Quand on est universitaire, on est enseignant-chercheur et nous avons 3 missions essentielles. L'enseignement, qui est nourri par la recherche, et puis il y a le service à la communauté. Et dans le cadre de du service à la communauté, les enseignants ont le devoir d'intervenir sur les questions qui concernent la société et être en quelque sorte des éclaireurs, des gens qui apportent la lumière pour que la société vive bien et que nous nous sentons dans une belle cité où tout le monde, le bien vivre est d'une certaine aisance et fait plaisir. Non, non, en fait, peut-être que moi j'ai bien posé la question. Je parle du Togo, puisque au Togo, ils interviennent très rarement, les universitaires. Non, je crois que si vous vous référez à l'histoire, hein, il y a beaucoup d'universitaires qui se sont positionnés sur des questions sociales, des questions politiques, d'autres questions au Togo. Et je crois qu'en revisitant l'histoire du Togo, vous allez retrouver trace de beaucoup de nos collègues qui ont eu à vivre, disons, pleinement leur vie d'universitaire, de chercheurs, et qui se sont prononcés sur beaucoup de questions. Dans le temps, c'était plus difficile, mais aujourd'hui, bien que ça ne soit pas du tout ce qu'on souhaiterait, mais je crois que nous sommes toujours présents au rendez-vous de l'histoire. Moi, je parle justement du présent, puisque il est difficile, par exemple, d'avoir des universitaires qui ne sont justement pas teintés en réalité, puisque c'est ça qu'on reproche aux universités du Togo, qu'ils sont politiquement teintés. Oui, disons que l'on intervienne sur le champ politique, c'est une chose, mais que l'on intervienne sur beaucoup d'autres champs qui concernent la société, c'en est une autre. Et donc, politiquement engagés, il y en a beaucoup qui sont politiquement engagés. Et déjà, même dans les années 90, hein, le mouvement social est parti de l'université de Lomé. Et donc, je crois qu'on ne peut pas faire mystère du fait que nos recherches portent aussi essentiellement sur des questions politiques, sociopolitiques, économiques et autres. Tout à l'heure, vous avez cité le professeur Kakonou Boukpo, qui est un des nôtres. Ben, écoutez, nous sommes là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'université est un espace qui bénéficie d'une franchise où on peut traiter de toutes les questions en termes de recherche et pouvoir alimenter l'action sociale de nos réflexions, des résultats de nos recherches. Et sur beaucoup de questions, l'université a proposé. Professeur Michel Gouerke, vous êtes teinté à gauche ou à droite? Eh bien, vous savez, gauche ou droite, c'est des considérations d'autres sphères. Je suis togolais, je suis africain, et je pense que ma coloration, c'est que faire pour que les citoyens africains se sentent bien dans leur peau et qu'ils vivent bien. Donc, dire gauche ou droite, je pense que je ne suis ni de la gauche ni de la droite, mais je suis un Africain et je me sens comme panafricain parce que dans la géopolitique actuelle, il est important que notre continent se détermine et qu'elle prenne place pour ne pas rester toujours le ventre mou que les autres viennent triturer pour leur intérêt. Il faut rappeler également que vous êtes à la retraite. Est-ce que cela vous facilite beaucoup plus la tâche? Je suis à la retraite, mais j'ai une retraite active parce que je suis encore dans le système éducatif. J'ai mis mes économies à créer un établissement scolaire de la maternelle au lycée où je continue donc de professer, je continue donc de diriger, je continue de mener la réflexion dans le cadre de l'éducation nationale. Donc, je suis assez actif encore. Donc, moi, je parle de votre engagement au plan politique. Ben, justement, si je suis là, vous m'avez invité, c'est que cet engagement politique, je l'ai maintenu. Vous savez, ici, j'ai eu un passé syndical très important que je continue de maintenir. Et d'ailleurs, mon collègue avec moi aussi, on partage donc ce passé. Je fus secrétaire général du syndicat de l'enseignement supérieur pendant une dizaine d'années et mon collègue a été mon successeur. Et c'est comme ça que nous avons été formés à la chose sociale, à la chose politique et nous estimons que nous avons le devoir de ne pas se taire et de participer à la vie socio-politique de notre territoire qui est, je dis territoire, parce que le territoire en soi n'est pas
nation. L'espace de la nation africaine est large et il est important de reconnaître cela pour qu'on puisse se positionner réellement, je dis, dans la géopolitique, parce qu'il y a de grands enjeux aujourd'hui qui est important que l'université apporte sa réflexion. Cette dernière semaine, vous avez écouté sur plusieurs médias, notamment des médias français, intervenir sur des questions liées à l'actualité nationale. Je disais tantôt que vous êtes à la retraite, peut-être que là, derrière, vous ne sentez pas un retour du bâton, comme on le dit, mais vous continuez pas à intervenir à l'université de Lomé. Est-ce que vos prises de position, des fois des prises de position qui peuvent aller à l'encontre de ce que pense le pouvoir central, est-ce que ça ne risque pas de vous porter préjudice? Je ne sais pas si vous parlez de moi en tant que citoyen. Si vous parlez de moi en tant que citoyen, je crois que la Constitution me donne le droit de m'exprimer, de dire mon opinion, mon avis, de m'engager dans le sphère sociale, politique et autres. On ne me fait pas obstruction de quoi que ce soit. Mais comme dans nos pays, ce n'est pas trop s'exprimer qui est le problème, c'est l'après-expression qui est le problème. La gestion qu'on fait de l'après-expression qui est le problème. Moi, ça ne pose aucun problème. Si je suis sur Pegasus, tant mieux. Je dirais ce que je pense, je le dirai de façon ferme, mais très, 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 très courtois, et je le dirai mais selon mes convictions. Voilà. Non, je vous pose ce type de questions parce qu'à un moment donné, l'opinion nationale, peut-être que cette opinion nationale a tort de penser que les universitaires ont abandonné le débat public. C'est pourquoi je pose la question. Non, je pense qu'il y a une confusion. Quand on dit universitaire, il y a donc l'individu et puis il y a donc le contexte dans lequel nous travaillons. Donc l'universitaire, du fait de l'université, c'est quelqu'un qui a une vue large sur les questions sociales, les questions économiques, etc. C'est vrai que individuellement, certains peuvent prendre position pour tel parti ou tel autre et parfois même commettre ce que nous appelons des forfaitures. Parce que cet engagement-là, ce n'est pas l'engagement en tant qu'universitaire, mais c'est l'engagement en tant qu'individu qu'ils prennent et ça peut porter préjudice à l'image de l'universitaire, à l'image de ce qu'on attend donc d'un universitaire, l'éclaireur de la société. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Nous allons passer avec vous 30 minutes. Vous êtes là parce que, oui, les Togolais ont découvert récemment que vous êtes présenté devant la presse, porteur d'une nouvelle initiative. Quelle mouche vous a piqué? Pourquoi vous êtes intervenu, vous êtes organisé avec d'autres Togolais qui sont de la société civile, des personnalités? Vous voulez intervenir dans un débat qui a cours depuis que le Togo s'est engagé dans la réécriture de la Constitution, dans la nouvelle Constitution, dans la nouvelle République. On peut te demander, que cherchez-vous? La lecture que vous faites, c'est une lecture limitée parce que ce n'est pas hier qu'on a commencé par intervenir. Nous sommes déjà intervenus, nous avions signé des pétitions, nous avions signé des documents pour dire que ce n'est pas normal qu'on rentre dans cette situation de forfaiture. Parce que dans notre pays, il y a eu beaucoup de forfaitures qui sont commises. Il est important donc d'intervenir en tant qu'universitaire. Et nous l'avons toujours fait, mais en prenant les formes qui s'imposent, en étant... Parce que l'universitaire, ce n'est pas celui qui se met sur les antennes pour insulter qui que ce soit, mais de dire les vérités, ce qu'il conçoit comme vérité. Et c'est en cela que nous avons déjà mis pas mal de réserves par rapport à la situation politique que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire cette vague de changement constitutionnel qui est en cours, où on passe d'une 4e République à la 5e République, sans que le peuple, tel que c'est dit, soit informé, connaisse les textes, connaisse les tenants et les aboutissants donc, de ce texte. Et nous nous sommes opposés. C'est vrai que certains de nos collègues universitaires ont épaulé ce que nous appelons une fraude à la Constitution, mais nous pensons qu'il est de notre devoir de dire le droit, de dire ce qu'il faut. Et c'est en ce sens-là que nous avions fait des interventions et elle n'est pas suffisamment écoutée et nous sommes montés au créneau pour dire attention, et il y a quand même dans la société une frange qui estime que les choses doivent se faire selon donc les normes et qu'il n'est pas question qu'on laisse le Togo à volo comme nous y allons. Parce que la vraie question que nous posons aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une impasse. Une impasse où, quand bien même on est en train de structurer ceux qui sont à la tête donc, de cette 5e République, nous estimons que nous sommes dans l'impasse parce que les choses ne bougent pas. Les Togolais crient. Et les cris là, je ne sais pas si tout le monde l'entend, mais ces cris sont bien forts. Quand vous dites que les Togolais, où les choses ne marchent pas, est-ce que vous ne vous trompez pas? Puisque là, visiblement, le pays
avance. Le soleil se lève le matin, se couche le soir. Tant mieux, tant mieux. Tout se passe. Tant mieux. Tant mieux. Il y a relativement... Je voudrais préciser ceci. Hein. Nous avons un paradigme qui nous met en échec total par rapport à ce que c'est qu'une république. Pourquoi? Parce que normalement le citoyen est à la source et à la fin de toute activité politique. Chez nous, malheureusement, le citoyen est légué dans les oubliettes de la vie de la République. C'est-à-dire que le citoyen n'est pas au cœur de la cité. Et donc, nous pensons que les représentants, qui sont peut-être des gens désignés, élus, vous pouvez le dire comme vous voulez, mais qui s'imposent à la société, ne sont pas, en fait, ceux qui ont la décision au niveau de la société. Et c'est ça qui nous piège généralement et qui nous conduit à faire, à mener des actions qui ne vont jamais aboutir. Parce que je crois que si l'on laisse aux citoyens le droit de se réaliser pleinement, on aurait pu éviter certains problèmes. Et comme vous le dites si bien, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais regardez de près. J'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, à Lomé, il faut 100 francs pour acheter 3 piments BOEBC. Il faut 100 francs pour acheter une tomate qui tienne à l'intérieur de la pomme de main. Une bonne partie du quartier, des quartiers sont inaccessibles. Il y a tellement de problèmes pas énumérés. Si aujourd'hui nous nous mettons à les énumérer ici, vous allez comprendre que même en prenant une semaine, 2 semaines, nous n'arriverons pas. Mais ce qui nous a le plus interpellés, c'est cette situation où nous nous sommes brutalement retrouvés en tant que citoyens privés de nos droits de choisir nos dirigeants. Alors, je ne sais pas par quelle alchimie on peut demander à un citoyen de choisir entre se prononcer sur la vie nationale de son pays et se taire. Non, non, je crois qu'il y a un problème qui est mal posé et je crois que c'est de là qu'est venu le truc. En proposant cette fin de la 4e République pour une 5e République, je crois on est allé nous chercher dans nos retranchements. Et en tant qu'universitaire, je dis, nous sommes observateurs, nous sommes un peu comme la météo sociale, nous regardons et nous attirons l'attention sur les risques que cela comporte. Dites-vous aujourd'hui qu'en prenant connaissance du document qui nous est proposé en tant que nouvelle constitution, vous allez réaliser des incongruités. Comment est-ce qu'un chef de parti peut devenir brutalement un chef de gouvernement et concentrer tous les pouvoirs du pays? Mais attention, il y a un problème, il n'est même pas élu. Et donc, je crois que c'est ces préoccupations-là qui nous amènent à tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il y a un risque terrible à vouloir aller dans ce sens-là. Et que nous devons vraiment prendre les choses. Le soleil ne se lève pas seulement à l'est et se couche à l'ouest. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne vont pas dans le sens de la boussole. Je crois que c'est ça le plus important. Et les intempéries sont nombreuses. Pendant la journée, 24 heures, les intempéries, il y en a beaucoup. Et ceux qui succombent avec ces intempéries sont là. Ça aussi, ce n'est pas une spécificité togolaise. Mais quand vous évoquez les prix de piment, ou par exemple, vous parlez de tomates, vous allez à Accra, vous allez à Cotonou, à Abidjan, la situation est presque la même. Nous consentons qu'il y a une inflation générale. Et ça aussi, c'est une question qui nous interpelle. Interpelle en tant que citoyen de l'Afrique, en tant que citoyen du monde. Cela nous interpelle et nous en sommes conscients. Mais la situation togolaise qui nous permettra de créer le cadre pour pouvoir s'opposer à de telles situations, pour nous permettre donc de mieux vivre. Parce que le devoir d'un État, c'est quoi? C'est de protéger les citoyens qui y sont et qui ont la souveraineté. Et ça, ils ne le font qu'à travers l'expression libre qui leur permet de choisir leurs dirigeants et de pouvoir dire aux dirigeants, voilà ce que nous voulons, voilà comment nous voyons les choses, voilà comment on peut s'en sortir. Et ça, c'est le devoir du citoyen. Alors, on a l'impression que le citoyen est chez nous bafoué. Parce que la souveraineté est avant tout une question de citoyenneté. Votre principal grief, c'est contre le fait que les citoyens n'ont pas été impliqués dans le processus. Quand on vous écoute... Est-ce que c'est seulement le fait qu'ils ne soient pas impliqués ou c'est même l'opportunité de la chose? Nous étions partis pour une constitution de 1992. En dépit des toilettages qui ont eu lieu par ici et par là, les Togolaises se sont finalement
dit que, bon, ben, ça passait. Mais nous étions partis pour avoir un rendez-vous en 2025 avec des engagements fermes. Et cela, nous l'avions fait il y a à peine quelques années. D'où vient la nécessité brutale et brusque d'opérer un revirement à 360 degrés pour nous proposer une constitution. Et là encore, quelle constitution? C'est ça le problème. Certains vont se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils font ce dimanche, puisque la constitution, la nouvelle, elle est là, elle a été promulguée. Il est même dit qu'on est rentré dans la 5e République. Je posais la question à des invités de l'opposition qui étaient passés la dernière fois ici, à savoir, qu'est-ce qui le gêne autant? Est-ce que le fait d'être dans une nouvelle République, c'est ça qui intéresse ou qui gêne autant? Puisque les Togolais de la maison, qui sont là, qui nous écoutent, ça ne me préoccupe presque pas. C'est quoi la nouvelle constitution? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que ce n'est pas le test en soi. C'est ce que nous allons vivre. Quelles sont les conséquences? Est-ce que demain, avec cette nouvelle constitution, je peux intervenir pour dire que le chef de l'État qui est là ne règle pas le problème, mon problème, les problèmes des citoyens? Non, parce qu'il est choisi comment? Ce qu'on nous propose. C'est vrai que le système parlementaire existe ailleurs, avec toutes les conséquences, les instabilités ici et là. Mais ce que nous connaissons comme régime nous a permis quand même d'avoir des possibilités, après 5 ans, de pouvoir intervenir. Et il ne faut pas dire que ce n'est pas la première fois que nous entrons dans un système parlementaire. Au sorti de la conférence nationale en 90, ceux qui travaillent aujourd'hui oublient parce qu'ils étaient tout jeunes. Ils avaient peut-être 4 ans, 5 ans. Il y en a même qui n'étaient pas nés, qui ne connaissent pas les contextes dans lesquels on est entré donc, dans cette situation. Le Premier ministre qui a été choisi par la conférence nationale était presque un Premier ministre donc, qui, dans un régime semi-parlementaire. Un régime parlementaire parce qu'il consacrait les droits et le chef de l'État. Mais on a vu avec quelle hargne et les militaires sont sortis, avec quelle hargne on a mis fin à ce système qui, en principe, devait régler pas mal de situations. Si on nous ramène ça aujourd'hui, est-ce que c'était bon hier? Donc ça veut dire il y a quelque chose qui se cache derrière cette mission. Les uns disent, est-ce que nous allons vers une monarchisation du régime? Ce qui veut dire que finalement, si moi, en tant qu'historien, quand je remonte à travers l'histoire, 67 à ce jour, mais nous sommes en face d'une famille, nous sommes en face d'un système qui nous oppresse continuellement, où on ne peut pas s'exprimer, où on ne peut pas avoir tous les droits. Mais je suis un de vos formateurs. Combien de c'est-à-dire le groupe que vous avez été à être formé, ont pu travailler, font ce qu'ils ont appris? Non. Il y a pas mal. Je ne sais pas combien de fois toi tu as passé le concours national de recrutement des enseignants. Donc il y a pas mal qui sont là. Nous sommes dans un système gabégique et nous voulons qu'on mette fin à ce système-là, que nous soyons vraiment une république où la chose publique concerne les uns les autres et que le mérite permet aux uns aux autres de se positionner. Je crois que la question est là, la question est fondamentale. Le bien-être des citoyens n'est pas réglé. Quand le citoyen lambda dit oui, ça va, etc., donc il y a un problème. Circuler. Combien sont aujourd'hui amenés à faire les immigrants? Combien ont des capacités? Et cette jeunesse africaine, on compte beaucoup là-dessus, mais quelle dépravation! Combien se mettent à l'alcool parce que n'ayant pas trouvé du travail? Donc, dire qu'on se lève, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et que maintenant tout va bien, tout baigne, je crois que c'est un pas qu'il ne faut pas franchir. Ah, vous écoutez, vous avez peur que éventuellement le président du Conseil de demain vive les mêmes situations que le Premier ministre Figo avait vécu à son temps. Et oui, comme vous l'avez rappelé, certains n'étaient pas nés à cette époque où il était trop jeune. Ce Premier ministre avait été l'objet de beaucoup de tracasseries. Donc vous avez peur que l'histoire se répète? Non, il faut bien positionner les choses. D'abord, le régime qu'on nous propose, est-ce qu'il est vraiment parlementaire? Parce que dans tout régime parlementaire, le principe de base, c'est que le prétendant à un poste quelconque est élu. Un poste quelconque est élu. De quelque manière que ce soit. Il peut être élu au niveau local, au niveau régional, au niveau national, c'est un élu. Alors nous sommes dans une situation que nous ne comprenons pas, qui est une invention togolaise, qui est une particularité, une curiosité togolaise. Et dites-moi, quel est le régime parlementaire au monde où il n'y a pas de démocratie à la base et qui fonctionne?
Mais on part du principe qu'on s'appuie sur le citoyen et l'élu que le citoyen a pour essayer de composer la classe dirigeante. Mais dites-moi, dans quel pays il y a des élections truquées, des élections bafouées, des élections... Mais attendez, on parle de quoi au juste? Il faut qu'on se comprenne bien et qu'on sache qu'est-ce que nous voulons pour ce pays. Autrement, nous allons passer à côté et nous allons vouloir croire que nous sommes dans le bon chemin et déboucher sur l'impasse. Et c'est cette impasse-là qui nous inquiète parce qu'il ne faut pas que demain nous nous levons et que nous léguons à la postérité un Togo qui nous a été cédé et qui avait une dimension de 600 km sur 100 km et que nous leur léguons un Togo de 400 ou de 300 km sur 50 km. Et tout ça, ce sont des questions citoyennes. Ce ne sont pas des questions politiques, ce sont des questions citoyennes. Comment nous choisissons de vivre ensemble? Alors, si nous ne revenons pas au fait que le citoyen est à la base du fait politique, nous ne nous en sortirons pas parce que les groupes politiques ont pour prétention de pouvoir défendre des intérêts qui ne sont pas nécessairement des intérêts des citoyens lambda. Et à partir de ce moment, il faut faire attention pour que le citoyen leur donne au moins son agenda et qu'ils puissent voir dans leurs propositions, est-ce que le citoyen... Je donne un exemple pour être plus précis. Vous voyez, au Sénégal, quand la crise s'est déclenchée, elle s'est tout de suite résorbée parce qu'on a un pays qui est stable, des institutions qui fonctionnent normalement. Et personne n'est allé pour constater la fiche électorale, la liste électorale. Personne n'est allé pour contester qui va organiser les élections. Personne n'a dit qu'on a truqué les élections. Personne n'a empêché qui que ce soit. C'est ce consensus minimal-là que nous voulons pour le Togo. C'est-à-dire que une fois que nous parlons de problèmes politiques, que nous soyons d'accord sur l'essentiel avant d'aller à la politique. Autrement, nous serons dans le déni même du socle social sur lequel nous sommes construits. À partir de ce moment, toute occasion sera des occasions de clivage et des occasions clivantes. Ah, vous écoutez, vous avez peur de l'impasse, vous avez peur des instabilités. Nous sommes dans l'impasse. Nous n'avons pas peur de l'impasse, nous sommes dans l'impasse. Parce que je peux vous demander aujourd'hui, quel est le nom du président de la République? Alors, quel est le nom du président du Conseil des ministres? Il y a un problème. Oui, mais alors que nous sommes au plan international, on nous dit qu'on va aller graduellement. Mais justement, c'est quoi cette histoire? Mais est-ce que ces questions-là ne sont pas réglées justement par ce qu'on appelle les dispositions? Vous nous dites nous sommes dans la 5e République et puis vous nous dites en même temps nous sommes dans la 4e République. Il y a un problème de configuration là. Votre soleil se lève dans la 5e République, je ne sais pas, du sud vers le nord. Alors, dites-nous. Donc c'est ça qui vous fait dire que nous sommes dans l'impasse. Dans l'impasse. Selon vous, puisque ceux qui dirigent le pays ne passent pas la même chose. Mais bien sûr, ils sont libres, ils sont politiques. Nous sommes citoyens, c'est ça la différence. Là, nous sommes dimanche, nous sommes le 23 juin et nous sommes avec 2 universitaires. Et la question, c'est de savoir qui sont là, qui viennent des universités, qui participent à ce que vous êtes en train de porter, qui sont ceux-là qui viennent de la société civile et qui sont les autres personnalités. Parce que les Togolais peuvent vouloir savoir qui sont ceux qui sont porteurs de cette nouvelle initiative. Alors, disons que c'est une petite flamme que nous avions voulu comme étant l'essentiel sur lequel on peut engager les citoyens à se prononcer librement et à construire ensemble une démarche citoyenne pour poser les problèmes qui les concernent, de manière à avoir un arbitrage. En fait, le problème au Togo, c'est que nous n'avons pas des instances d'arbitrage. Autrement, quand des questions se posent, il suffit que la société civile ou la société, les citoyens disent ce qu'ils veulent pour que les politiques s'entendent. Or, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette instance d'arbitrage-là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas construit un cadre dans lequel nous avons pu discuter pour arriver à ce consensus minimal qui fait que lorsque nous sommes au Togo, quand on parle d'élection, on sait de quoi on parle. Quand on parle de développement, on sait de quoi on parle. Quand on parle d'éducation, on sait de quoi on parle. Donc, il y a tous ces chantiers-là sur lesquels nous avons essayé d'initier des réflexions. En appui, nous avons déjà l'engagement de la société civile qui, sur certaines questions, était déjà très avancée dans la réflexion, dans le diagnostic, etc. Mais ce qui posait problème, ou ce qui continue de poser problème, c'est cette façon de mettre en place une dynamique unitaire pour pouvoir défendre la cause citoyenne. Et ça fait que aujourd'hui, quand vous arrivez au Togo, on vous parle de la société civile proche de l'opposition, de la société civile proche du pouvoir. Mais c'est quoi cette histoire-là? Soyons sérieux.
disons-nous, les hommes, à la limite, les hommes ne sont pas nos préoccupations. Nos préoccupations, c'est la vision qu'on a de la société togolaise. C'est ça qui doit nous réunir. Mais est-ce que ce n'est pas une réalité qu'au Togo, la société civile, elle est plurielle? Partout, elle est plurielle. Partout. Partout, elle est plurielle. Mais l'engagement politique que prenne la société civile parfois, c'est ça qui constitue donc l'erreur, le chemin à ne pas prendre. Parce que finalement, cette société civile qui doit être civile est politisée. Politisée dans l'intérêt d'une minorité politique qui s'accapare le pouvoir et qui ne veut pas que l'alternance soit possible. Parce que tout le débat que nous posons, c'est le problème d'alternance. Et l'alternance doit être fondée sur des projets, un contrat social. Parce que l'objectif que nous poursuivons ici, il s'agit donc de rassembler tous ceux qui se sentent mal à l'aise dans la situation qui est la nôtre pour pouvoir mettre en place ce contrat social, un minimum de contrat social. À partir de là, ceux qui aspirent à gouverner ce pays, on dit voilà ce que veulent les citoyens. On gouverne pour les citoyens et la souveraineté appartient aux citoyens. On ne peut pas gouverner contre les citoyens. Or, justement, ce que nous voyons, c'est qu'on gouverne contre les citoyens. Alors, des fois, quand on s'exprime, les gens posent la question de savoir, mais le citoyen, il est où? Mais je dis, il est là. Parce que chaque jour que Dieu fait, vous le rencontrez dans la rue, en train de souffrir, en train de dire, de se plaindre de tous les problèmes sur lesquels on n'a même pas demandé son avis avant même d'opposer des actes en son nom. Mais ce que nous voulons, nous recherchons, c'est d'abord nous réaliser en tant que citoyens, parce qu'il y a une intelligence sociale sur laquelle on peut se baser pour construire ce pays. Et je crois qu'on fait... on passe par perte et profit cette intelligence sociale-là pour proposer des pistes ou des solutions qui ne débouchent sur rien que sur des impasses. Quand vous prenez la question de l'éducation, vous prenez la question de la santé, vous prenez la question de la paix civile, vous prenez la question de la sécurité, etc., etc., qui sont des thématiques sur lesquelles les citoyens doivent avoir leur avis. Je crois qu'il y a lieu de construire dans la République un espace citoyen qui peut développer ce qu'elle a comme intelligence dans ces domaines-là, de manière à rassurer le politique pour ne pas aller en aventure. Est-ce que c'est cet espace que vous êtes en train de construire? Tout à fait, tout à fait. Et nous disons que c'est un espace de co-construction, c'est une proposition. Nous n'en sommes pas les dépositaires, nous n'en serons jamais les dépositaires. Nous ne proposons qu'un cadre de réflexion qui puisse se nourrir de l'ensemble de la contribution de ceux qui voudraient qu'il y ait un contrat minimal dans la société pour que nous vivions en paix, que nous nous développions. Tout à l'heure, quand il exposait la situation, il parlait de la montée de l'intégrisme politique, social, religieuse depuis Kara. Depuis quand? Ça n'a jamais arrêté. Mais c'est comme s'il y a un blocante. Les populations ne savent plus. C'est que ces jours-ci, on dit, ah oui, 4 qui sont tombés et que les djihadistes descendent jusqu'à Mango. Qui en a parlé? Or, c'est un problème citoyen. Et qui doit défendre les citoyens? C'est les citoyens qui doivent se défendre. Et il faut qu'on les organise. Mais si on n'en parle pas, évidemment, les citoyens se sentent lésés. Je crois qu'il est important, vous, journalistes, qui suivez la situation, vous devez comprendre que tous, en tant que citoyens, ce pays nous appartient. Il n'appartient pas qu'à une minorité qui peut faire ce qu'il veut, dresser les choses à l'encontre du citoyen, alors qu'il est au service du citoyen. J'ai deux personnalités ou deux représentants de la société togolaise, des citoyens qui sont devant moi. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir d'autres noms de personnalités engagées dans la même dynamique que vous et qui peut-être peuvent faire l'objet d'invitations peut-être dans une prochaine émission? Ce n'est pas une question de nom, c'est une question de groupe social, c'est une question donc d'organisation. Et nous avons pris notre bâton de pèlerin avec des collègues qui ne sont pas forcément donc dans une liste à exposer, mais qui sont là, qui travaillent ensemble avec nous et nous attendons. C'est un appel que nous lançons donc à tous les autres citoyens qui sont sensibles, donc de venir et qu'on construit justement ce minimum comme base pour nous permettre de vivre. Il y a les organisations de la société. Dans notre démarche, nous allons vers les différentes organisations de la société civile. Nous sommes prêts à rencontrer les politiques parce que notre initiative n'est pas une initiative unique. Il y a d'autres initiatives. Il y a par exemple l'initiative Ne touche pas à ma constitution. Il y a l'initiative de Grade. Il y a beaucoup donc qui ont pris des initiatives. Et tous ceux qui vont dans le même sens
nous voudrions donc se mettre ensemble pour faire cette co-construction qui doit nous permettre d'aller vers un minimum de consensus sur la base citoyenne pour construire une nation qui appartient à tous. À lieu de tout ce que vous venez de citer, est-ce que ce n'est pas une initiative de plus, ce que vous portez comme initiative, puisque quand on scrute un peu la liste des personnalités qui gravitent autour de la nouvelle initiative, il y a certaines qui sont déjà porteuses d'autres initiatives similaires. Je crois que sur cette question-là, je crois que la question de la posture ne nous intéresse pas. C'est la convergence des points de vue. Nous qui sommes en train de proposer cette façon de procéder, nous avons aussi été des acteurs. Et à un moment donné, ça ne exclut pas qu'à chaque fois que nous avons une initiative, que nous puissions voir quel est l'essentiel que nous pouvons prendre de toutes les propositions pour constituer pour nous le message à proposer, pour que ce soit un message rassembleur. Alors, très souvent, on dit la même chose, mais parce qu'on est différent, on ne se comprend pas. Alors, nous voulons faire table rase de qui nous sommes pour proposer qu'est-ce que nous voulons, de manière à avoir le même message, porté de la même manière et dans une dynamique unitaire. Voilà un peu la rupture, là où se situe la rupture. Dans quelques minutes, les auditeurs vont intervenir dans l'émission, mais j'aimerais vous demander ce que vous proposez là, parce que les gens doivent se demander, mais ils sont là à bavarder depuis quelques instants. On sait qu'ils viennent du monde universitaire, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez juste faire des émissions, et animer des conférences, et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? D'abord, la base de nos propositions, c'est de mettre en place une forme de think tank qui permette de créer un cadre de réflexion qui va unir tous ceux qui sont sensibles à la situation de notre pays et qui pensent que l'histoire que nous avons connue jusque-là nous a conduit à une forme d'impasse et qu'il faut relever le défi. Alors ceux-là, qu'ils aient déjà mis en place des initiatives et autres, pour nous, il s'agit de les fédérer, de voir le minimum, une base consensuelle que nous partageons pour pouvoir faire face. Parce qu'il y a une question de seuil. Ce seuil-là, donc il y a différents mouvements, mais pris individuellement, qui n'atteignent pas ce seuil pour que la rupture soit possible. Donc pour nous, il faut aller vers la rupture. Et cette rupture doit conduire à la construction d'une nouvelle société que nous appelons donc un nouveau contrat social qui va réunir tous et cette base minima. Ceux qui sont au pouvoir, nous ne les excluons pas. Parce que leur conscience, c'est un appel qu'on fait à leur conscience. Vous les rencontrez dans d'autres cercles, ils ont un autre discours. Quand ils sont là, dans le présent, ils ont un autre discours. Donc, on ne peut pas faire un discours contre sa conscience. Il s'agit donc d'un appel à la conscience de tous. Et cette conscience, c'est une conscience citoyenne que tous on doit avoir. Parce qu'en tant que citoyens, nous avons des droits, mais aussi des devoirs. Et ce devoir fait partie de la construction de la cité. Et c'est en cela que notre initiative veut fédérer. Notre initiative veut faire une co-construction de tous ceux qui sont sensibles à l'impasse dans laquelle nous nous retrouvons. Alors pour compléter, je dirais que notre démarche est une nouveauté en cela qu'il se veut une dynamique qui soit unitaire. Parce que sur beaucoup de questions, nous avons les mêmes idées, mais lorsqu'il est question de s'engager ou de prendre part à une mobilisation, on se dit que c'est une question de personnes. Ce n'est pas une question de personnes, c'est une question de vision. Une fois que vous partagez les visions, la même vision, une fois que vous avez co-construit cette vision-là, une fois que vous êtes plus ou moins le dépositaire de cette vision-là, vous êtes censé être le garant. Nous avons suggéré à l'attention de la réflexion sur cette vision des points qui paraissent être des points qui doivent faire consensus. Il s'agit, de l'apaisement du climat sociopolitique, la question de la séparation des pouvoirs, la question de la protection des droits de l'homme, la question liée à l'armée et aux forces de sécurité qui doivent être républicaines, la promotion de la bonne gouvernance, l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, l'amélioration du système de santé, la mise en place des mécanismes pour un décollage économique,
la garantie à l'accès à une éducation pour tous, et puis le positionnement géostratégique du Togo. Alors, sur ces questions, nous pensons que normalement, si nous allons vers un consensus citoyen sur ces questions-là, les politiques n'auront plus de raison d'avoir des frictions sur ces questions et pourront nous proposer alors des visions qui soient les leurs, et en se basant sur ce minimum. Mais c'est que de cette vision-là, nous voulons que les Togolais aillent vers un plan d'action qui leur permet de définir les axes sur lesquels ils sont censés pouvoir faire interagir les citoyens pour pouvoir avoir des résultats. Et nous avons, dans la perspective de ce plan de vision-là, de faire en sorte que tous ceux qui ont une idée qui concerne cette vision-là participent à la construction de ce plan d'action. Et qu'ils en soient automatiquement les dépositaires. Nous ne sommes que des allumeurs de mèches, mais la flamme et le feu doivent être entretenus par les citoyens togolais. Parce qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qu'il adviendra de l'impasse dans laquelle nous sommes. Quand on parlait des citoyens togolais, je ne sais pas si vous le savez, mais visiblement, pour un certain nombre de Togolais, ils se disent déçus, ils n'aiment plus entendre parler des acteurs politiques, et ils ont pris même leur distance avec les faits politiques. Est-ce que vous le savez? Oui, nous le savons très bien, justement, parce que on leur a fait oublier le fait d'être citoyens, et si bien qu'ils ne comptent pas dans la République pour un penny, c'est-à-dire une monnaie, un franc symbolique. Ils ne comptent plus dans la République. Or, ce citoyen dont nous parlons, c'est d'abord celui qui a besoin de l'eau potable. C'est celui qui a besoin de l'énergie pour pouvoir développer ses activités. C'est celui qui a besoin de sortir de chez lui en ayant des routes qui puissent l'aider à accéder à ses lieux de travail. C'est celui-là qui, au quotidien, doit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Ce sont des enfants qui sont à l'école, qui doivent avoir des perspectives pour pouvoir avoir un emploi et ne pas passer leur vie à être chômeurs. C'est l'ensemble de ces gens qui ont ces besoins-là qui doivent être réellement ceux qui sont au cœur de la République. Ce n'est pas les gouvernants. Parce que si vous mettez tout ce pouvoir de décision dans les mains d'un groupe, d'une minorité, ils en feront ce qu'ils voudront. Et ils ne tiendront pas compte de ce que vous voulez. Voilà un peu pourquoi il y a une urgence pour que nous ayons vers ce repositionnement du citoyen, pour que le citoyen dise, mais attendez, vous parlez de quoi? Calmez-vous, moi j'ai mes besoins, moi j'ai un plan d'action, j'ai des points sur lesquels je voudrais qu'on s'entende avant que vous ne vous querelliez sur l'objet politique. Parce qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que c'est le bœuf qui est derrière la charrue. Non, c'est... Merci, on vient de passer 45 minutes ensemble. Ça passe très, très vite, la tradition au D12, c'est que les auditeurs, eux aussi, puissent vous soumettre leurs préoccupations, poser leurs questions. Je vais rappeler à l'endroit des auditeurs les deux numéros, 70 43 09 70, et puis 96 50 34 37. Le technicien du jour, c'est Romaric Fetas. J'espère que nous avons déjà un premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, c'est Pelé? Oui, c'est Pelé. Comment vous allez? Oh, très bien. Ok, de faire tout possible pour voir si sa démission-là ne prend pas une nouvelle direction vers la 5e République. Donc, il faut faire effort pour le voir. Mais professeur, salut. Je vous salue. Je ne peux pas aller loin pour vous dire je vous salue, Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Merci, merci. Bon, d'abord, je voudrais dire, est-ce que c'est la 5e République qui vous a réveillé? Parce que dans ce pays, depuis en 2017, que moi j'avais commencé, en commençant par professeur, je le salue de passage, monsieur Magua Pakoul, où sont nos intellectuels? Où sont nos élites? Où sont nos professeurs? Ils sont où? Mais au finish, on a compris que la plus grande partie sont partis rester dans le RPT Unir. Ce sont eux qui ont fondé la 5e République. Je pense que vous êtes au courant de tout ça là. Que ce sont eux qui ont fondé maintenant la 5e République, qui dandinent, qui nous trimballent, qui on ne sait même pas si nous sommes dedans ou bien nous sommes toujours dans la 4e République. Donc, professeur,
tout à l'heure, vous venez de le dire, par rapport, on vous a posé la question, il y a d'autres qui sont sur le terrain, Togo debout, ne touche pas à ma constitution. L'anomalie togolaise au niveau de l'opposition, c'est quoi? Si ce n'est pas moi, ce n'est pas aussi toi. Comment vous allez faire pour abolir ce phénomène? Merci. Bien, merci Pelé pour cette intervention. Vous avez la possibilité de réagir tout de suite. Oui, si ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Et nous en sommes conscients que tous veulent intervenir. Ce n'est pas notre cas. Nous pensons qu'il est important de tracer les sillons. Et nous traçons les sillons pour que tous se retrouvent dans ces sillons de manière à ce que ce n'est pas une question de personne, mais c'est davantage une question de responsabilité citoyenne. Et que tous, ce n'est pas les politiques, parce que quand on regarde de près, tous ceux que nous voyons comme partis politiques et autres, combien sont des membres réels de ces partis politiques? Combien prennent position? Mais tous, nous sommes citoyens, nous avons des droits et des devoirs. Il faut sensibiliser ces citoyens pour que nous n'ayons plus des individualités qui cherchent à se positionner pour leur intérêt personnel, mais nous voulons aller de l'avant. Vous avez également parlé donc des intellectuels que longtemps ils ne sont pas dans le paysage. Non, ils étaient dans le paysage. Ceux qui sont là, tous les travaux que nous encadrons et autres, grâce à la franchise universitaire que nous avons, permettent d'arriver à faire des analyses. Mais ces analyses sont peu connues et c'est ce pourquoi nous montons créneau pour dire que l'université est une institution de la nation qui a laissé donc des personnalités qui sont payées pour faire un devoir. Et ce devoir, c'est chercher le bien-être de la société. C'est mettre les conditions en place pour que les citoyens soient éclairés. Parce que c'est de l'éclairage dont il est question. Souvent, quand on n'est pas éclairé, on accepte comme des moutons de panurge qu'on amène donc sur le pâturage. Et il est temps que les citoyens se réveillent pour ne plus être des moutons à qui on impose ceci ou cela. Et cela doit conduire forcément à une mobilisation pour réclamer ce que nous appelons les droits du citoyen. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits. Ils acceptent, disent, et je suis sûr que quand vous allez vous lever pour demander vos droits, c'est vos parents même qui vous diront, attention, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Parce que le système dans lequel nous sommes est un système qui brime et qui fait peur. Donc, il faut mettre fin à la peur pour que les citoyens se mobilisent réellement pour demander, réclamer leurs droits. Monsieur Pelé, bonjour. Je voudrais vous apporter quelques éléments de réflexion qui peut-être peuvent vous rassurer. Nous aussi, nous sommes dans cette situation-là où nous voyons que le politique a pris le dessus en toute chose au Togo. Qu'on parle d'un problème ou d'un autre, tout est, disons, tout est argument pour faire de la politique. Non, je ne pense pas que ce soit la bonne chose. La bonne chose, c'est d'abord le citoyen dans son vécu quotidien, comment il se prend en charge, comment il prend les problèmes à son compte et comment il les analyse et quelles sont ses exigences par rapport à ses élus. Et donc, nous voulons proposer ici juste un renversement de paradigme. Au lieu de s'attendre à être déçus, décevons-les en proposant ce que nous voulons. Et faisons en sorte que le fait que nous leur proposons des choses qui nous viennent en tête, que nous nous mobilisons suffisamment pour créer la différence et leur montrer qu'ils n'ont pas la science infuse. Aujourd'hui, si on vous dit ce que l'université de Lomé a produit comme connaissances qui peuvent être utilisées à des fins sociales, vous allez être étonnés. Et pourtant, c'est parce qu'on a estimé qu'il y a des décideurs qui peuvent prendre la parole et nous dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et qui nous conduisent même à l'impasse. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut peut-être voir les choses. Moi, je dis une chose. Quand je vois un parent qui s'enrichit et qui, parce qu'il est dans un groupe politique, utilise l'argent public pour améliorer son quotidien, je ne dis pas que c'est une réussite. Alors que chez le citoyen togolais, on l'a amené à considérer cela comme une réussite. Non, le détournement du bien public n'est pas une réussite. La corruption n'est pas une réussite. Et donc, si dans mon village, on érige des bâtiments en désordre, et que ce soit le fait, non pas de commerçants ou d'hommes d'affaires, mais plutôt des agents de l'administration, mais je dois m'inquiéter en tant que citoyen pour dire, mais où passent mes impôts? Et c'est ça qu'il faut absolument donner comme élément de formation, de conscientisation et de mobilisation sur ce qui nous préoccupe et non ce qui les préoccupe.
Voilà un peu le schéma que nous voulons Après proposer. Pelé, nous allons retourner au téléphone pour le deuxième auditeur, en priant également à nos intervenants à être relativement brefs pour qu'on puisse avoir beaucoup plus d'auditeurs et beaucoup de questions. Allô, bonjour. Alors bonjour, c'est M. Kofi. Kofi, vous nous appelez d'où? De Adido Gombe. Kofi, allez-y. Oui, je pense que là où je salue les professeurs, là où le dernier intervenant vient de chuter, c'est ce qui se passe réellement dans nos sociétés. Quand vous allez dans les quartiers, quelqu'un qui travaille dans le public, qui vole l'argent du public et qui commence à construire des maisons ici et là, les gens disent qu'il a réussi. Comment est-ce qu'on est arrivé là? La fonction publique n'enrichit pas. Je crois que je ne peux que vous encourager parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure, le citoyen s'en fiche de la politique. Et là, le RPT-UNI a réussi. Mais comment est-ce que vous allez faire pour remobiliser cette masse? Je salue votre initiative. Mais si vous arrivez à pondre quelque chose, est-ce que les tenants du pouvoir vont accepter le résultat et s'y engager? Au Sénégal, il y a des objets de régulation, des institutions de régulation qu'on n'a pas dans ce pays. Tout est dans la main d'une seule personne. Et comme vous le dites, on est arrivé dans une impasse. Mais des fois, hier même, j'écoutais des gens qui disent « Moi, je ne vais plus voter ». Et la discussion était très houleuse. Je me dis, mais vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Et dans leur contre-attaque, les élections sont toujours volées. Mais je ne sais pas. Comment est-ce que vous allez remobiliser la masse? Et concernant ce que M. Pelé disait, si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. Moi, je n'ai pas fait de grandes études. J'étais dans la même classe avec Pierrot Attiobé, au sud des plages. Mais je comprends la chose politique. Celui qui est en avant doit être soutenu. Mais qu'est-ce qu'on voit au Togo? Ceux-là qui ont créé des partis politiques sac à dos, c'est eux qui veulent imposer leur loi à celui qui est en avance. Comment est-ce que ça peut marcher? Grâce à vous. Bon, du courage à vous. Alors non, je crois que vous avez mal chuté. Hein. En fait, ce n'est pas du courage à nous. Vous savez, nos études ont été en partie payées par vous ou par vos parents. Et vous avez un droit de bénéficier de ce que nous savons, de ce que nous savons faire. Alors, ce n'est pas ce que nous, en tant qu'universitaires, nous pouvons faire, mais ce que nous, en tant que citoyens togolais, nous pouvons faire. Et c'est cette démarche-là que nous proposons. Nous disons que nous ne sommes que des allumeurs de mèches. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un a des propositions et qu'il pense que ces propositions-là peuvent être un des éléments sur lesquels la société civile, les citoyens peuvent mettre leur focus, qu'ils participent à cette démarche de construction pour que nous arrivions à avoir un message clair à la droite de nos gouvernants, quel que soit ce qu'ils seront. Et que nous puissions construire notre pays dans une vision commune qui prenne en compte l'essentiel de ce dont a besoin le Togo. Donc ce n'est pas une affaire de nous qui sommes ici aujourd'hui au micro en train de vous. C'est tout simplement pour vous dire que c'est votre construction, c'est notre construction, le Togo nous appartient, c'est en commun, c'est la chose que nous avions en commun à construire. À partir du moment, prenons nos responsabilités, investissons-nous, prenons le temps de nous entendre sur l'essentiel et décevons la classe politique. C'est ce que je propose comme contrat. Je dis merci pour la félicitation, mais les félicitations ne suffisent pas. On attend donc votre conscientisation, votre mobilisation pour qu'on atteigne le seuil qui nous permettra d'imposer cette vision nouvelle à laquelle nous voulons tous participer. Parce qu'il faut que tous on participe. Moi, une question simple, je demande, ceux qui ont voté, est-ce qu'il vous arrive d'aller voir vos députés, vous leur demander, mais ce qu'ils font à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils défendent? Non. Aujourd'hui, dans ce pays, les députés, on a augmenté leur solde
Mais ce n'est pas pour leur beau boubou, mais c'est pour qu'ils créent donc des cadres pour que les citoyens viennent parler, les citoyens leur disent ce qui va, ce qui ne va pas et réclament. Et c'est comme ça que leur possibilité, c'est d'avoir des initiatives de loi qui vont dans le sens de l'amélioration de la vie. Mais qui? Vous ne le faites pas. Donc ça veut dire que nous voulons mobiliser les citoyens à faire le travail qui est leur. Et les citoyens, nous sommes citoyens, vous êtes citoyens, en fait, c'est nous qui sommes citoyens. La question après l'intervention de notre ami, c'est qui est citoyen? Puisque vous l'avez très bien compris qu'il a dit vous souhaite du courage. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. C'est dommage. Et c'est dommage. Et c'est là où le politique au Togo a réussi. Je dis, dans certains pays, quand on parle de corruption, ce n'est pas l'État qui lutte contre la corruption. L'État ne peut pas lutter contre la corruption parce que les acteurs de la corruption, les bénéficiaires de la corruption sont au cœur de l'État. C'est les citoyens qui se prennent en charge et qui disent, voilà des faits de corruption avérés. Nous ne voulons pas de ça et nous n'en voudrons jamais. Et nous allons nous mobiliser pour que cette corruption-là prenne face. Je me rappelle bien d'une expérience qui s'est déroulée au Bénin dans le temps. C'est que quand il a été question de combattre la corruption dans la rue, mais c'est les citoyens eux-mêmes qui filmaient les agents corrompus et puis les partageaient sur les sites. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux et qui montraient des cas de corruption avérés et donc qui automatiquement induisaient chez ceux qui sont tentés de freiner les quatre fers. Et tant que les citoyens eux-mêmes ne sont pas là pour pouvoir poser leurs problèmes, contrôler leur action, je crois que ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi nous proposons ceci. Nous disons que nous vous engageons dans une démarche qui est réfléchir, proposer et agir. Si nous arrivons à réfléchir ensemble, si nous faisons de bonnes propositions, maintenant passons à l'action pour que cela se réalise conformément à nos besoins. Voilà un peu ce que nous voulons. Et c'est ça la vision. Et c'est ça la vision que nous voulons pour le Togo. Et je voudrais dire, par exemple, le Zemi-Djaman. Quand on est citoyen, ça veut dire que on a des droits. Mais on a aussi des devoirs. Et c'est à partir de là qu'on peut dénoncer. Si je me mets en règle en tant que Zemi-Djan, je respecte les faits tricolores. On a dit qu'il faut payer des vignettes. Je paie les vignettes. Mais le soldat qui m'arrête en route et qui me demande de faire quelque chose en dépit donc du respect que j'ai, donc de l'ordre social, eh bien, je le dénonce. Si je le dénonce, je fais mon travail de citoyen. Donc le travail de citoyen, il ne faut pas penser que c'est quelque part très loin. Donc c'est quotidiennement que nous faisons ce travail de citoyen. À partir de là, nous dénonçons d'en bas jusqu'en haut. Parce que nos ministres, qui ne sont qu'à nos services, donc aussi commettent des choses qu'il faut dénoncer. Le chef d'État commet des choses qu'il faut dénoncer. Quand on nous a imposé cette situation de 5e République, voilà des choses qu'il faut dénoncer. Donc le citoyen doit monter au créneau pour dire non, les choses ne se passent pas comme ça selon les tests. Et c'est ça donc la volonté que nous avons pour mettre en place une vision. Bien, merci. Allô, troisième auditeur, bonjour. Bonjour, oui, comment vous appelez-vous? Moi, c'est Basile. Basile, vous êtes à l'antenne. Allez-y, Basile. Vous avez beaucoup d'invités. Bon, moi, je vais leur dire quelque chose. Ils sont les professeurs d'université, d'autres sont à la retraite, tout cela. On va dire que c'est des gens bien doués. Mais moi, je n'ai pas fait une longue étude comme ça, mais je sais que ce qui se passe au Togo, ça sort de l'encadrement et eux-mêmes, ils font partie du drame que nous sommes en train de vivre. Leurs jeunes, c'est eux qui ont concocté cette affaire de 4e République, 5e République plutôt, quand ils savent bel et bien que 4/5 de nos députés ne peuvent pas changer notre constitution. Ils sont d'accord que, ouais, nous, comme on a la force, on veut faire un coup d'État constitutionnel. C'est sur ça que nous sommes. Les journalistes, avec l'appui des journalistes, nous sommes là-dedans actuellement. Bon, qu'est-ce que moi je veux d'eux?
Maintenant qu'ils ont la force, ils se sont imposés. On ne peut même pas au moins chercher à savoir comment est-ce que nos élections peuvent être au moins crédibles, contrôlées, transparentes. Moi, je pense que vous devez, ce que vous avez mis en œuvre actuellement, il faut que ça aille dans ce sens. Ne cherchez pas à convaincre quelqu'un ici. Allez chercher à convaincre l'extérieur pour que, au Togo au moins, on ait une élection transparente. Ce qu'ils sont en train de faire, ils pensent qu'ils vont être là, ad vitam aeternam, ce sera un leurre. Mais si vous ne travaillez pas dans ce sens, et j'attends quelqu'un dire que non, vous n'avez pas été chez eux pour leur montrer ce que vous voulez faire, vous n'en avez pas besoin. Il faut chercher à savoir comment Olympia a fait en 1958 pour que l'ONU vienne au moins chapeauter notre élection. Et puis nous aussi, on va faire une élection une fois au moins dans notre vie que c'est les populations qui ont désigné leurs élus. C'est ce que moi je veux. Bien, merci Basile pour votre intervention. Elle a été longue. Je rappelle aux prochains intervenants d'être relativement courts pour que nos invités puissent réagir. Là, une seule réaction. Qui réagit? Non, c'est-à-dire qu'il vient de faire une proposition très intéressante que nous prenons comme étant ce que nous attendons du citoyen. Aujourd'hui, quelles sont les voix qui s'élèvent pour dire que dans le milieu universitaire, on n'a pas que ceux qui créent des républiques à l'infini. Nous avons des gens qui pensent que la 4e République, elle est suffisamment forte, elle est suffisamment représentative, elle traduit suffisamment nos aspirations pour qu'elle ne fasse pas de choses. Et donc, c'est ces préoccupations-là que nous voulons. Et une fois que c'est un message simple pour nous, facile et audible, nous pouvons porter ce message-là aussi loin que nous voulons pour que chaque personne qui arrive au Togo ou qui part du Togo sache que ce que le politique fait au Togo n'a rien à voir avec ce que le citoyen attend de lui. Voilà un peu. Bien, merci. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Alors, c'est Kofi qui est revenu. Oui. C'est juste pour dire au professeur que je ferai ma part. Tout à fait. Nous sommes ouverts. Le problème, c'est que hier, j'étais minoritaire pendant entre 6 personnes. Les 5 autres, moi, j'ai fait l'extérieur. J'essaie de leur expliquer ça, c'est vos droits en tant que citoyen. Mais chaque fois, qu'est-ce que j'entends? Les gens retournent en arrière, ce qui a opposé à Boumi et à Boiboa et Edem Kodjo, Fabre a écrit, c'est tout ce que j'entends. À la fin, j'étais fatigué. Vous voyez, c'est là où je dis du courage à vous. C'est pas que je ne veux pas faire ma part. J'espère que vous me comprenez. On a compris. On a compris. J'ai appris Kofi. On a compris. Surtout, j'ai appris ce midi que Kofi, nous avons fait ensemble le CGB plage. Ça peut-être que on vous fait découvrir cela agréablement d'ailleurs. Oui, Kofi, j'espère que vous me rappellerez à la fin de l'émission pour que je puisse mettre un visage sur cette voix et ce nom ce midi. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. C'est monsieur Edmond. Oui, vous appelez d'Adido Gomé. Oui. Votre question. Malheureusement pour moi, j'ai pris l'émission trop tardive. Mais vous savez, en fait, je suis un jeune. J'ai eu mon bac en 2017. Et j'ai fait l'université. Mais ce que j'ai compris pour ce pouvoir, c'est qu'ils sont bien fondés. Tout d'abord, ils ont marginalisé la jeunesse. Et vous savez, actuellement, le citoyen togolais a peur de dire même la vérité. Il le sait. Parce que s'il le fait sortir, il ne sait pas demain où il sera. Vous voyez. Donc moi, je préférerais qu'on commence par sensibiliser au moins la jeunesse togolaise. Que non, le pays nous appartient et demain, c'est nous qui allons le réaliser pour notre pays. Donc, c'est ma seule contribution pour l'émission. Bien, merci Edmond de nous avoir appelé depuis Adido Gomé. Un autre auditeur, allô, bonjour. Oui, c'est Pelé qui revient. Oui, pour la seconde fois. Oh, oui, je voulais toujours appuyer nos professeurs, que du courage, que c'est à nous tous de faire ce combat. Nous sommes tous devant
derrière aussi. Ce n'est pas une question de quelqu'un laisse ou quelqu'un prend ou bien quelqu'un fait et l'autre applaudisse. Donc, ce que aussi je voudrais dire, je pense que je ne sais pas si cette 5e République vous a pris en chemin et que vous n'avez pas eu l'opportunité de l'anticiper au moment où nous étions le 31 décembre 2023 où le mandat de la 6e République terminait et qu'on disait qu'il y a l'article 52 alinéa quelque chose qui fait fonctionner encore, qui donne bonus et qui a pu donner la naissance de la 5e République. Alors aujourd'hui, les professeurs, quels sont vos moyens de nous dire que est-ce que vous êtes dans la 5e République ou bien vous êtes dans la 4e République? Comment vous pouvez pour empêcher la 5e République de fonctionner? Merci. Ce que nous allons faire, c'est vous. C'est votre mobilisation qui constitue ce que nous allons faire. C'est la multiplication que vous aurez fait donc de ce message pour que toute la jeunesse se comprenne. Parce que cette jeunesse, elle est importante. Hein? Quand nous prenons la population togolaise, des moins de 30 ans, on en a 60 à 65%. Donc, c'est à vous. C'est cette force-là qui constitue la force du pays. Si vous comprenez et que ce message que nous transmettons, vous le comprenez suffisamment, que vous soyez étudiant, que vous soyez chômeur, que vous soyez donc conducteur de Zémidjan, etc., il est important que vous compreniez les enjeux. Parce que beaucoup de membres de cette jeunesse ne comprennent pas les vrais enjeux. Alors, il est temps que vous compreniez les enjeux, que vous vous engagez en conséquence. Quelqu'un parlait tout à l'heure de l'extérieur. Non, l'extérieur ne viendra pas. On parlait de 58. Aujourd'hui, tel que le monde est structuré, que ce soit la France ou les grandes puissances, ce qui les intéresse, on le sait, comment continuer de nous exploiter, comment continuer de vous éliminer. Or, on vous a dépravé, ceux qui sont dans l'alcool, ceux qui sont dans la drogue, ceux qui sont dans le chemin. Même je dirais que le Zémidjan, c'est une forme de dépravation. Il est important que vous en ayez conscience et qu'ensemble, vous vous mobilisez pour qu'on puisse faire ce chemin ensemble. Donc, c'est à vous. Je voudrais dire en appui à mon collègue Gouakoué, que le fait de reprendre l'initiative en tant que jeune, en tant qu'acteur de la société civile, c'est pour nous un désir intense de faire en sorte que dorénavant les questions ne se posent pas de la même façon. Je crois qu'on a trop souvent tendance à confondre les choses. Quand un ministre est en déplacement pour annoncer que des bancs ont été donné gracieusement par le chef de l'État à une école, mais comprenons bien de quoi il s'agit. En fait, c'est les Togolais qui ont fait don à cette école-là de bancs. Et dorénavant, disons que nous voulons plutôt qu'on leur donne des cahiers, des livres, etc., plutôt que des bancs et puis des salles de classe colorées, etc., etc. Je crois que c'est la manière dont nous allons repositionner les choses, dans la manière de réfléchir, dans la manière de revoir les choses, parce que quand on parle de budget national, c'est l'outil qui permet de nous asservir, c'est l'outil qui permet de nous développer. Prenons le contrôle des choses, comprenons que ce budget-là qui permet de nous asservir, là, c'est nous qui fournissons le carburant de ce budget qui nous a servi. Et que ceux qui comprennent ce que c'est qu'un budget nous expliquent comment est-ce qu'on utilise nos fonds et comment est-ce que nous participons plus ou moins à la confection des instruments qui donnent les moyens de nous maintenir dans notre situation. Et je crois que dans certains pays, c'est la société qui exige des comptes. Mais ici, on a comme l'impression qu'une fois qu'on a payé ses impôts, on peut aller dormir et puis ça va se faire. Ça ne se fera pas. Les gens vont s'empiffrer. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui, quel est votre nom? Oui, c'est Lalawa. Nagawa. Lalawa. Ok, allez-y. Et bonjour, Pierrot. Oui. Et bonjour, les vrais intellectuels. Merci, bonjour. Ce que moi je propose, vous voyez, dans ce pays-là, l'incivisme ne peut jamais cesser dans ce pays. Parce que quoi? Parce que les gouvernants de ce pays, ils ne respectent pas la population. Et ce qu'ils font, ils ne font que des désordres. Et me voilà ici. Quand moi je veux réagir maintenant, voilà mes jeunes, mes aînés, mes frères qui sont en prison. Et on les a arrêtés injustement. Hein? Parce qu'ils disent la vérité. Ils disent que la gestion de ce pays, ça ne va pas, ça ne passe pas bien. Et ils sont en prison actuellement.
Et vous aussi, je vous vois incapable de faire sortir ces gens-là parce que vous dénoncez ces gens de choses. Le gouvernement fait tout. Et les gens sont toujours en prison. Et des gens meurent. Voilà, moi, je suis seul. Je suis né seul. Quand moi, je vais un peu. C'est la vérité. Hein. Moi aussi, j'en suis conscient. Je veux réagir. Mais on arrête injustement les gens. Et nous n'avons aucune force pour les faire sortir. Vous voyez, tout ce qui se passe, c'est ça. Voilà. Et je vous remercie. Oui. C'est justement l'impasse dont nous parlons. Dans notre plateforme, la Nouvelle Vision, nous voulons donc l'apaisement social, qu'on puisse libérer les prisonniers politiques et qu'on arrive à ce consensus-là. Et quand vous voyez dans vos villages, je disais tout à l'heure que c'est à nous de contrôler l'action de nos députés. J'ai trouvé curieux qu'on dise que Sokodé, la ville de Sokodé pendant des années était pratiquement une ville sous surveillance. Quand vous devez entrer, traverser Sokodé, il faut montrer patte blanche. Quand vous devez sortir de Sokodé, il faut montrer patte blanche. Qu'on dise que les élections ont donné gagnant. Ceux qui ont fermé donc le Sokodé, alors ça m'étonne. C'est à cela que nous disons que comment on peut expliquer, comment on peut donner crédibilité à ces élections. Jeunes, on vous met en prison. Tous nous sommes prisonniers, même en sursis. Nous sommes libérés, mais nous sommes des prisonniers. Il est temps. Mais le seuil, c'est quand vous serez tous mobilisés et que vous participerez à cette action commune à laquelle nous appelons. On retourne encore une nouvelle fois au téléphone. Je rappelle qu'il nous reste encore une quinzaine de minutes avec nos deux invités. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? C'est Alex. Alex? Oui. Alex, vous nous appelez d'où? J'appelle de Nikonakwe. Alex nous appelle de Nikonakwe. Allez-y, on vous écoute, Alex. Bonjour, les invités. Bonjour. Je crois qu'il faudrait d'abord former, conscientiser la population. Parce que ce qui se passe, tout le monde croit qu'être dans le gouvernement, c'est s'enrichir. Parce que tous ceux qui sont dans le gouvernement ou dans le parti au pouvoir, déjà quand il y a un concours, c'est leurs enfants, c'est leurs poches qui réussissent. Quand il y a une bourse, c'est leurs enfants, c'est leurs poches. Quand on a à donner du boulot, c'est leurs enfants, c'est leurs poches. Donc pour tout le monde, pour la population, c'est normal. Quand quelqu'un au pouvoir, il a droit à tout. Bon, il y a quelque chose qui choque. Tout le monde sait que 80% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Mais UNI a gagné avec 96%. Ça doit quand même faire réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Le problème, il faut conscientiser la population. C'est ce que vous êtes en train de faire et je crois que nous serons derrière vous. Parce que quand vous sortez, quand vous voyez une maison à étage, vous dites ça c'est pour qui? On dit c'est pour un douanier, c'est pour un ministre. Et tout le monde trouve que c'est normal. Et tout le monde trouve que c'est normal. Alors que les gens là, ils ont volé. Quand vous allez dans les ministères, les attachés, ils deviennent des plantons des ministres. C'est eux qui s'occupent de leur sang, tu les vois les week-ends. Et tout le monde trouve que c'est normal. Ces attachés aussi trouvent que c'est ça qu'ils doivent faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que vous êtes en train de faire. Et je vous remercie. Bon, si on a un numéro, quelque chose pour vous joindre et participer physiquement à votre lutte, je crois que on le fera. Alors, bien, merci Alex de nous avoir appelé depuis Nikonakwe. Alors, dans ce qu'il vient de dire, je crois qu'il y a des éléments à prendre vraiment en considération. Je vais juste illustrer ça et donner un contact qui peut nous permettre d'interagir. Aujourd'hui, quand vous prenez une fois l'avion et que vous atterrissez à Cotonou, à peine vous réalisez que Cotonou est une terre. C'est quand l'avion se pose que vous réalisez qu'il y a une ville. Parce que du haut, vous constatez que Cotonou, c'est de l'eau. Par contre, à Lomé, quand vous atterrissez, vous avez droit à un regard sur des terres avant d'atterrir. Donc, vous n'avez pas de problème d'eau.
Togo. Et aujourd'hui, on fait de l'inondation un problème d'eau au Togo. Je dis, il y a un problème. Si des gens qui sont immergés totalement arrivent à trouver des solutions pour pouvoir construire une ville, comment est-ce que nous, au Togo, avec ces problèmes, ce qui paraît être des problèmes qui n'en sont pas, on puisse ne pas trouver des solutions. Aujourd'hui, la ville de Lomé se prête à un drainage qui prenne en compte la mer, qui prenne en compte la lagune, qui prenne en compte le nid du fleuve Zion. Et donc, nous n'avons pas de problème. Le tout, c'est comment est-ce que nous pouvons réfléchir, faire des propositions et agir de manière à ce qu'on ne vienne pas nous vendre des retenues d'eau comme des solutions. Ce ne sont pas des solutions. Ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est à ça que nous appelons la société civile. C'est à cela que nous faisons appel à la société civile pour qu'elle se prenne en charge, qu'elle nourrisse la réflexion, qu'elle nourrisse le Togo en proposition pour que tous ceux qui nous font des propositions sachent qu'il y a mieux à faire que ce que nous avons à faire. Et nous avons des compétences pour ça. Alors, dans une attitude constructive, nous avions voulu que tous ceux qui ont quelque chose à proposer puissent nous joindre à travers un mail, qui est contrat citoyen Togo protonmail, PROTONMAIL. Est-ce que c'est passé? .com. Peut-être que vous répétez? Oui, je répète. Contrat citoyen Togo, le tout collé, protonmail.com. C'est un mail sécurisé. Une fois que vous envoyez un message, nous vous renvoyons copie du document de vision. Vous pouvez le lire et puis vous allez remplir une fiche qui nous dit vos compétences et éventuellement dans quel domaine vous pouvez mener des réflexions pour que nous puissions être une instance de contre-proposition. Vous gardez la parole puisque vous évoquez la question des inondations et quand on vous a écouté, vous semblez maîtriser le sujet visiblement. Non, je ne maîtrise pas le sujet en tant qu'ingénieur, mais j'ai connaissance du fait qu'il y a des ingénieurs au Togo qui ont suffisamment des choses à dire sur le sujet, mais qui ne sont jamais écoutés. Et nous avons la possibilité, si nous n'avons pas d'ingénieurs, de nous inspirer des cas qui sont proches de nous et qui peuvent aussi être des solutions à envisager. C'est cette pensée alternative-là que nous n'avons pas au Togo. Nous pensons que ceux qui sont devant ont la science infuse et finalement, ils nous conduisent vers des impasses. On fait appel à des gourous qui viennent de partout et qui pensent connaître le Togo et nous font des propositions où nous ne nous retrouvons pas du tout. Mais quand vous parlez de gourous, vous faites allusion à qui? En Perse, au Strauss-Kahn et compagnie? Vous parlez de ceux-là puisqu'ils n'interviennent pas qu'au Togo. Mais c'est ceux qui sont visibles. C'est ceux qui sont visibles. Oui, mais écoutez, Michel, voilà. Attention, quand je parle de gourous, au fond, nous avons la question de PND. Vous connaissez la question de PND, de la feuille de route. Tout ce qu'on nous a proposé derrière donc, ces projets conçus sans forcément mettre en relation ces gourous avec nos autorités, nos scientifiques ici, on fait que on s'en sort pas. On s'en sort pas. Mais il se dit que ce sont de très grands économistes, qu'ils ont de l'expertise. Ils ont de l'expertise sans connaître l'espace. Le contexte est important. Il ne faut pas penser que notre université ne fait rien. À notre université, il y a des capacités, il y a des talents, il y a des études qui sont faites, mais qui sont restées dans les tiroirs. Il y a lieu de mettre en place un système d'opérationnalisation de toutes ces recherches et mettre un comité pour regarder de près ce que nous pensons sur le terrain. Mais malheureusement, je dis, on nous fait venir des gourous à coups de milliards qui sont là et parfois les dossiers sont vides. Ce dont nous parlons tout à l'heure par rapport à l'inondation, mon collègue parle donc de Zion. Quel aménagement on a fait donc de la vallée des Zion? La vallée des Zion, c'est un espace naturel de recueillement d'eau. Notre système lagunaire, on a mis des lacs, mais il y avait tout un système qui régulait les choses par le passé. Comment on l'a fait?
le niveau de la mer est élevé. Donc on a des spécialistes localement qui peuvent réfléchir à la chose et on peut voir les tester à différents niveaux. Mais malheureusement, les retenues qui ont été faites, on voit leur efficacité. Vous allez reprendre la parole dans un instant. Nous allons prendre cette dernière auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes à l'antenne. Madame Bessie, vous êtes à l'antenne. Allez-y pour votre intervention. Voilà, je sors de messe. J'ai prié le Saint-Sacrement pour qu'il touche le cœur des gouvernants, qui passent la main la semaine prochaine. C'est mon leitmotiv, quoi. Et je vais demander au professeur, là, comment se fait-il que vous êtes là, vous êtes des universitaires, qu'on en est arrivé là, et la situation dans laquelle on se trouve depuis là. On a une constitution qui nous épargne de lutter, de combattre quoi que ce soit. Ça doit être fluide pour nous. Il n'y a pas à manifester, à se regrouper dans des machins, tout ça là. L'alternance et la démocratie sont bien écrits dans la constitution qu'on a. Comment se fait-il que vous vous êtes tués depuis pour qu'on soit dans cet état? Depuis 90, depuis 70 et 63 que ça a commencé. Comment se fait-il? Je sais qu'il y en a plein qui ont démissionné, qui se tairent, mais vous, par exemple, pourquoi ça ne se... c'est pas de la haute trahison, tous ces trucs-là, pour qu'on porte plainte. Madame, nous sommes battus. Je sais pas, pourquoi ne se fatigue pas, quoi. Nous ne sommes pas battus. C'est peut-être aujourd'hui que vous nous écoutez pour la première fois, mais on ne s'est pas tu. Madame, ici, on a pris note de... On n'a pas appelé pour avoir notre droit d'alternance et de la démocratie. Bien, merci. Pour évoluer normalement. Merci, madame. Ici, on a pris note de votre intervention. Réaction? Oui, je crois que madame pense qu'on s'est eu. Non, l'université et la science a ses règles. La science fait de la recherche. Entre la science et la pratique, il y a une différence. Il y a l'intermédiaire, les décideurs. Mais il faudrait que les décideurs acceptent. Donc, moi, je dirais que madame a ici fait partie de ceux qui se sont tus, au contraire. Parce que ce que nous disons ici, c'est aux citoyens de réagir, de connaître leurs droits et leurs devoirs, de s'organiser. Et un citoyen seul ne peut pas s'organiser. Il faut être ensemble. Il faut faire partie donc des associations, sociétés qui puissent analyser, réfléchir, regarder les choses. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est plutôt vous qui vous êtes tus. Donc les Togolais se sont tus parce qu'on les a apeurés. Il est temps que vous vous réveillez, que vous vous organisez, de manière à ce que nous atteignons le seuil qui permettra donc ce changement, qui permettra donc un contrôle. Or, des gens disent qu'on les a élus. Si on les a élus, il faudrait qu'ils rendent compte au peuple. L'élection, c'est le rendez-vous pour rendre compte au peuple. Mais malheureusement, on ne nous appelle qu'aux élections. On ne nous appelle pas pour les comptes rendus. C'est ça qui est dommage. Et il nous faut, dans nos devoirs de citoyens, de réclamer ces comptes rendus. D'aller au bureau donc, de ces députés pour leur demander des comptes. Ceux qui ont voté donc, cette 5e constitution, je ne sais pas si ceux qui les ont élus ont été donc leur demander des comptes. Il est temps qu'on demande les comptes. Et c'est ça, cette reddition de comptes à laquelle nous appelons. Oui, non, je crois que Mme Messi a raison. Le parcours de certains universitaires sont plus ou moins à calquer sur l'évolution du pays. Si vous vous intéressez à la biographie des universitaires, vous comprendrez qu'ils ne sont jamais tus. Ils ne sont jamais tus. Mais je crois qu'elle a une préoccupation qui est très intéressante. C'est comment faire pour que le citoyen nourrisse chaque jour le désir de prendre sa place dans la République. Il faut que chacun joue sa partition. Il faut que les citoyens se considèrent d'abord comme les acteurs premiers de l'action. Il ne faut pas faire confiance et dire bon, ça, avec Dieu ça va aller. Mais oui, mais Dieu il est là, mais il nous observe. Il sait que ceux qui sont malins, ils ont toujours, ils vont passer outre tout ce que nous allons décider. Mais chaque fois qu'on interpellera les élus, ceux qui se disent nos porteurs de nos actions, chaque fois qu'on les interpellera et qu'on leur dira, on leur fera voir que nous sommes suffisamment nourris de la réflexion nécessaire pour pouvoir
faire mieux qu'eux, je crois qu'ils se prendront autrement pour vouloir chercher à confisquer un pouvoir dont ils ne pourront même pas en être les exécutants. Bien, merci. Il nous reste 4 minutes. Vous avez parlé suffisamment aux citoyens togolais, mais maintenant, je voudrais que séparément vous vous adressiez à ceux qui incarnent aujourd'hui ou qui représentent de façon officielle ces citoyens-là, les députés, par exemple, et ceux qui sont les maires, ceux qui sont les préfets, le chef de l'État. Quels sont les différents messages que vous voudrez adresser à ces différentes couches à quelques instants de la fin de cette émission? Merci. Alors, je voudrais être précis en disant qu'il n'y a pas d'espace pour convoquer un individu pour pouvoir l'associer à une manœuvre quelconque dans le compte de prendre, dans l'intention de prendre en compte ses propositions. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est que nous puissions nous retrouver dans une vision unitaire de notre pays pour que chacun joue son rôle de manière à ce que nous ayons les résultats au profit du citoyen. Et donc, sur toutes les questions qui concernent le citoyen, il faut que nous ayons des réponses qui vont dans l'intérêt du citoyen et non dans les intérêts de groupe. Une fois que nous aurons fait ça, nous aurons fait notre part. Mais vouloir passer outre, chercher à contourner ou à détourner les gens de leur intention, de leur ambition, vouloir faire du citoyen un pis-aller dans une république, je crois que c'est envoyer la république dans un impasse. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Bien, merci. On va écouter... Je crois que la démarche que je voudrais rappeler, d'abord, c'est que tous ceux qui nous écoutent puissent être les porteurs de ce message aux citoyens togolais, où qu'ils soient. Et que ces Togolais prennent conscience que la construction de la nation doit répondre à une vision qui permet aux uns aux autres de se sentir bien dans la cité. Et là, l'appel est lancé aux uns aux autres. Donc d'intervenir, d'interagir avec nous pour qu'on puisse arriver à cette vision unitaire qui sera donc le bréviaire que nous aurons à exposer à ceux qui aspirent à nous diriger. Mais un autre aspect du message, je l'adresse à ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent, j'en connais. Il est temps quand même qu'ils fassent appel à leur conscience, qu'ils se dégagent de leur conscience. Il faut qu'ils arrêtent d'être des personnes doubles, qui tiennent le double langage, qui, dans le secret, donc, à la maison avec les amis, disent « ça ne va pas », mais qui continuent encore de mettre la main dans la plaie pour pouvoir tuer leurs concitoyens. Il est temps, j'en appelle, qu'ils soient à très haut niveau des institutions, qui sont conscients de la situation, de l'impasse dans laquelle nous sommes, pour que nous puissions aller vers un changement, vers une vision nouvelle. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui a des enjeux. Et ces enjeux, l'Afrique reste le continent au ventre mou que tout le monde vient malaxer. Mais si eux, ils veulent être complices de l'étranger, alors là, ils sont en train de vendre notre avenir. Bien, merci à vous, professeur Michel Kouyakou et Raymond Aoukou. Je rappelle que vous êtes des universitaires, que vous êtes porteurs du cadre de réflexion pour un nouveau contrat citoyen au Togo. L'essentiel pour vous, c'est de faire renaître l'espérance pour les Togolais. L'émission, elle s'achève, elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.